Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce premier épisode de Sur ce, bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte, Raphaël, et je suis en compagnie de mes trois co-animateurs, Étienne, Jérémy et Chloé. Ce soir, pour ce premier épisode, nous allons parler des futurs matchs de la UFC et ensuite nous allons discuter d'un film que nous avons tous les quatre vu il y a quelques semaines, le dernier Indiana Jones. Sur ce, Étienne, je te lance la parole. Merci. On va parler des trois prochains pay-per-view pour le UFC. Donc le UFC 297, 298 et le 299. Pour un prochain épisode, on va se garder le UFC 300 qui s'en vient très prochainement et qui va être une très 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 grosse carte. Mais pour ce premier podcast, j'aimerais vous entendre sur un petit sujet qui sème un peu la controverse, disons. On parle ici de la division des poids lourds, donc la Heavyweight Division, où le champion présentement c'est Jon Jones, comme tout le monde le sait. Mais Jon Jones est blessé. Donc, premièrement, en premier lieu, il y avait un match qui était supposé de se produire en fin 2023. Jon Jones contre Stipe Miocic. Ça a été annulé dû à la blessure à Jon Jones. Il y a eu le combat de championnat intérimaire entre Aspinall et Pavlovich. Aspinall a gagné par KO. Et depuis cette victoire de Aspinall, il y a une petite controverse. Aspinall voudrait que le UFC enlève le titre de Jon Jones parce qu'il est blessé, parce que Aspinall, lui, voudrait continuer et défendre sa ceinture. Mais le UFC est en désaccord et il veut absolument faire le combat entre Jon Jones et Stipe Miocic qui était supposé d'arriver. Je veux savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que Jon Jones devrait garder sa ceinture, faire le combat avec Stipe Miocic, ou bien l'UFC devrait accéder à la demande d'Aspinall, retirer le titre à Jones et le laisser, lui, champion de la division? Ben, parlons de Jon Jones un instant. Ce gars-là, on s'entend que c'est pas personne, là. C'est quand même, pour moi, puis je pense que pour plusieurs fans de la UFC, c'est un des GOATs. Vraiment un des plus grands que la Heavyweight Division a connu. Son dernier combat, je pense qu'on l'a vu, quand il a complètement détruit Cyril Gane. Puis, écoute, je trouve que enlever le titre à ce gars-là, surtout après toutes, disons, les mésaventures qu'il a vécues, je trouve que ça serait insultant. Parce que, d'après moi, Jon Jones, il en reste pas longtemps. Non, parce qu'à la base, le combat entre Miocic et Jones avait parlé de peut-être d'une possibilité qu'elle allait prendre sa retraite aussi. Donc on n'est pas sûr que si le UFC font Jon Jones Miocic, Jon Jones sera là encore après le combat, qu'il gagne ou qu'il perd. Donc c'est assez compliqué comme sujet, je dirais. Mais j'ai l'impression qu'ils vont vraiment rester avec Jon Jones Miocic, voir ce qui va arriver avec les deux après. Savoir est-ce que si Jon Jones gagne, il reste ou il s'en va. Si Miocic gagne, est-ce qu'il reste ou il s'en va. Pour après ça, savoir ce qu'ils vont faire avec Aspinall. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont... Je pense pas qu'ils vont enlever le titre à Jon Jones. Ça serait bizarre. Ça serait étrange. Moi, je trouve que c'est très controversé en ce moment, la division, là. Mais bon, à mon avis, je trouve que je suis d'accord avec Jérémy. Ça serait un grand manque de respect envers Jon Jones. Et oui, sa retraite arrive à grands pas. Il a quand même 36 ans. Mais ça change pas le fait que c'est The GOAT. Ouais, effectivement. C'est intéressant. L'idée qu'ils enlèvent la ceinture à en fait, qu'ils retirent son titre à Jon Jones, alors qu'il n'a même pas fait de combat, c'est un peu injuste, je dirais. Ouais. Simplement parce que notre gars a gagné un match qui a été organisé parce que l'autre gars il a été blessé. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, on peut comprendre un peu aussi parce que quand t'es combattant, la seule chose que tu veux, c'est la ceinture. En effet. Ouais. Fait tu sais, on peut comprendre un peu ses demandes, cette requête un peu étrange, mais moi je pense vraiment que Jon Jones et Stipe Miocic va se réaliser à quelque part cette année. Ça va être intéressant.
Ça va être intéressant de suivre ce qui va arriver. Aussi, si John Jones réussit à gagner, mais il se retire, qu'est-ce qui va arriver après? Je veux dire, John Jones, sa blessure, c'est pas une blessure qui est permanente, c'est une blessure qui peut... Mais en fait, est-ce que c'est une blessure dont il peut se remettre? Oui, non, il s'est déjà fait opérer. C'est arrivé pendant son camp d'entraînement, justement, avant le combat de Stipe Miocic. Fait ça a tout de suite été dit, il a été opéré très rapidement aussi. Il va se remettre à 100%. Avec John Jones, de toute manière, peu importe quelle blessure ou quel obstacle il va subir, c'est sûr qu'il va rebondir comme d'habitude. La seule chose, par exemple, c'est que j'ai peur quand même. Aspinall, il a une très grande force. Très grande force. Je dirais que c'est peut-être la force à laquelle John Jones n'a jamais s'est battu contre. Peut-être qu'Aspinall serait capable. Si ça vient à arriver à un match entre lui et John Jones, Aspinall a, je dirais, plus de chances que la plupart des autres combattants qui sont battus contre John Jones. Et il y en a eu beaucoup, là. Mais j'ai l'impression qu'Aspinall a peut-être, pas peut-être un avantage, mais il y a peut-être une chance, un petit peu. Plus que les autres ont eu dans le passé. Je vais continuer sur ce que je disais sur la controverse des poids lourds. Tu sais, on se souvient de Francis Ngannou, qui était anciennement le champion. Oui. Puis Francis Ngannou n'est plus avec la compagnie UFC. Donc le titre a été enlevé à lui. On a eu John Jones contre Cyril Gane. John Jones a gagné le titre. Donc est-ce qu'ils vont enlever encore une fois le titre au champion? C'est un jeu de patate chaude quasiment. Je t'enlève le titre, je te donne le titre, je t'enlève le titre. Fait que c'est... Il faudrait qu'un match officiel, premièrement, arrive, soit annoncé, puis que faut retrouver une certaine balance dans la division. Ouais. Moi, je pensais au début que peut-être John Jones Miocic, ça allait peut-être arriver pour le UFC 300. Mais bon, ça va être dans un autre épisode, on va en discuter, mais pour le moment, c'est pas le cas, et j'ai l'impression que ce sera pas le cas non plus. Donc, premièrement, pour le UFC 297, le 20 janvier, premièrement, c'est le retour au Canada, Toronto. Yes, on aime sir. ça. La prochaine fois, par exemple, on espère que ça va faire un retour à Montréal. Ça serait intéressant. Très intéressant. Ça fait longtemps que c'est pas venu à Montréal. Ça serait très, très, très intéressant. On est tous preneurs de billets. Oh oui, toujours. Donc, le combat principal de cette carte du UFC 297, c'est Sean Strickland, qui est tout nouveau champion, battu Israel Adesanya par décision lors de son dernier combat. Il va faire face à Dricus du Plessis. Lui, du Plessis aussi, ça était supposé être l'adversaire d'Adesanya, mais il s'est blessé, donc c'est Strickland qui avait pris sa place. Et comme on dit, Strickland a pris l'opportunité et est allé chercher le titre d'une belle façon, complètement dominé Adesanya du round 1 jusqu'au round 5. Et Duplessis avait une blessure, est revenu. Et lors du dernier UFC de l'an 2023, les deux se sont retrouvés ensemble dans les spectateurs. Et Dana White l'a admis même dans ses commentaires en fin de match. Il a dit « C'est ma faute s'il était assis aussi proche. J'aurais dû mieux faire mon travail. » Donc, comme vous pouvez en déduire, il y a eu altercation. Et Sean Strickland a été mis dehors de l'aréna. Donc, ça va être un match, je pense, qui va être très intéressant. Très difficile pour les deux, je dirais. Ce sera un peu du règlement de compte, d'une certaine manière. Ouais, dans un sens aussi. Strickland a un tempérament, disons, très bas. Donc, rien ne l'excite. Mais si on y va vite là, avec ce qu'on sait, Dricus du Plessis, depuis qu'il est arrivé dans la UFC, il n'a jamais fait 5 rounds. Jamais de sa carrière. Le plus haut total de rounds qui est allé, c'est d'une décision au 3e round. Tandis que Sean Strickland est beaucoup plus habitué à 5 rounds, vient de battre Adesanya en 5 rounds. Et sur 3
victoires de suite aussi. Donc ça risque d'être intéressant. Mais très difficile, je pense, pour et l'un et l'autre. Autant pour le cardio de Duplessis que pour les frappes encaissées de Strickland, parce que Duplessis frappe fort. Non, il y a énormément d'animosité dans ce match-là. Là. Sean Strickland qui a gagné d'une manière absolument incroyable. Je pense que peu de personnes ont vu ça venir, le fameux coup de Sean Strickland au premier round, directement sur la bouche d'Anesaya. Ouais, je pense qu'il n'y a personne qui a vu ça venir. Ça a été assez phénoménal comme match. Puis beaucoup d'animosité, autant Strickland puis qui passe sur son momentum de champion, que Duplessis qui... c'est bien connu à la UFC, les pre-matchs que j'appelle. Sont là à s'envoyer promener et tout. Fait que non, ça se décide toujours dans le ring, là, dans le fameux octogone de la UFC. Mais non, ça risque d'être extrêmement sauvage, extrêmement intéressant. Et je peux vous confirmer que je vais regarder ce match avec grand intérêt parce que ça risque d'être un match qu'on risque pas d'oublier bientôt. Là. Faut pas oublier aussi que Dricus du Plessis en UFC était vaincu en 6 combats. Il y a 4 KO, une soumission puis une décision. Fait que très dangereux, premièrement. Le combat va soit se décider rapidement avec un KO, ou sinon il va aller en profondeur. Strickland va décider d'aller en profondeur pour tester le cardio de Duplessis. Donc ça risque d'être un match très intéressant. Si on regarde leur fiche ici, Sean Strickland, 28 victoires, 5 défaites. Duplessis, 20 victoires, 2 défaites, mais tout cela ne veut rien dire. Même à ça, on voit que Strickland a fait plus de combats. Fait que ça veut dire qu'il a plus d'expérience. On sait pas. Mais l'ancien combat de Strickland, quand il a battu Adesanya, c'était wow. Donc, moi, à mon avis, comme Étienne a dit, très 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 bon combat. Ça va être dur pour l'un et l'autre. Strickland, 3 victoires de suite. Donc, on verra ce gros combat. Mais quand même, j'ai envie de dire, Duplessis, en 22 matchs, il a juste été battu 2 fois. Ouais, c'est quand même bien. C'est quand même un bon ratio. Même si, comme Chloé l'avait dit tout à l'heure, il a fait moins de combats que Strickland, qui en a fait 33. Non, Strickland, il y a beaucoup d'expérience. C'est sûr que l'expérience en UFC et dans les sports de combat en général, l'expérience gagne toujours sur tout. Oh, c'est clair. Ça va être intéressant, on va voir. C'est sûr que l'expérience de Strickland contre la force de Duplessis, la vitesse, ça risque d'être intéressant. Surtout que Strickland a une façon de défendre un peu comme à la boxe avec l'épaule qui lève et tout. La tête qui recule, donc ça va être très intéressant comme match. Le combat co-principal maintenant du UFC 297, c'est le combat de championnat du monde du poids bantam chez les femmes entre Raquel Pennington et Mayra Bueno Silva. Donc ce combat-là, c'est simplement... Dans le fond, ils ont eu un peu pas un passe-droit, je dirais, parce que Pennington... elle a une série de 5 victoires consécutives. Bueno Silva aussi va très bien. Mais disons qu'ils ont eu cette chance au titre parce que Amanda Nunes, lors de son dernier match, quand elle a conservé son titre des poids bantam, a décidé de prendre sa retraite. Donc ça a laissé le titre vacant. Et donc voilà pourquoi ce combat-là a été mis à la carte. Ça risque d'être un combat intéressant. Les deux sont excellentes au sol, sur les soumissions. Bueno Silva tout particulièrement. Donc ça risque d'être un match très technique, très au sol. J'ai l'impression qu'on va être plus au sol que debout. Mais encore là, on peut nous surprendre. Quelqu'un peut surprendre l'autre et faire juste son camp d'enterrement sur le debout, les techniques de défense au sol. Puis peut surprendre l'autre, bien sûr. Ok, très bien. Ensuite, au UFC 298,
Nous avons un match, c'est le Alex Volkanovski contre Ilya Topuria. Volkanovski contre Topuria, c'est attendu depuis longtemps. Topuria qui est invaincu en UFC, 14 victoires, 0 défaites. Bien sûr, il n'y a pas eu toutes ses victoires au UFC, mais quand même. 14 victoires, aucune défaite. Contre Volkanovski, 26-3. Volkanovski, lui, par contre, il y a eu 2 défaites, il faut se rappeler. C'est pas dans sa division naturelle de poids. Il est allé dans la division des poids légers pour se battre contre Islam Makhachev. Il a perdu ses 2 combats. Le premier combat, il l'avait perdu en décision. Le deuxième combat, il l'a pris en short notice en plus. Et il s'est fait passer le KO. KO quand même assez violent. Mais dans sa catégorie de poids, les poids plumes, Volkanovski a battu tout le monde. Battu Holloway 3 fois, Korean Zombie, toutes les personnes sur lesquelles il est tombé, il les a battus. Est-ce que Topuria sera le seul et l'unique qui sera capable de vaincre Volkanovski dans les poids plumes? J'en doute. Topuria, c'est sûr qu'il a beaucoup de force, très bon au sol aussi, mais j'ai l'impression que pour les poids plumes, Volkanovski, c'est le puissant jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Un peu comme Khabib Nurmagomedov, il était dans sa division à lui jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Moi, ce qui m'intéresse de Volkanovski, c'est pas ce qui m'intéresse, mais ce qui m'impressionne, c'est à quel point ce gars-là, après un match de 5 rounds, main event, ce gars-là, on dirait qu'il s'est même pas battu. Ce gars-là, on dirait qu'il est pas fatigué, il pourrait jouer à un autre 5 rounds. Comme tu as dit, Étienne, il a battu tout le monde dans sa division. Korean Zombie, il l'a écrasé. Max Holloway, il l'a écrasé. Il a absolument écrasé tout le monde. Et ce gars-là, d'après moi, il va directement dans le temple de la renommée de la UFC. Oh, c'est clair. C'est clair. C'est un gros morceau. Un énorme morceau. Gros morceau. Ça aurait été bien qu'il réussisse à être double champion. Malheureusement, je crois que Islam Makhachev est vraiment dans une autre catégorie de combattants, honnêtement. Chloé, ton opinion là-dessus? Oui. Je vois ici qu'il y a quand même une grande différence d'âge entre ces deux-là. Il y a aussi une grande différence de reach. Mais comme je sais que le physique n'a pas trop rapport, mais quand je vois Volkanovski, je vois qu'il a l'air très dangereux. Fait que, à mon avis, je pense que oui, il donnera une défaite à Topuria. J'ai très très hâte de voir ce combat. Puis ouais, c'est un peu ça ici à mon avis. Je suis d'accord avec tout le monde ici. Pour le deuxième combat qu'on voulait parler du UFC 298, on va pas faire tous les combats sur chaque carte, on va en sortir quelques-uns. C'est Jeff Neal contre Ian Machado Gary. Donc ça, c'est dans la catégorie des welterweight. Ce que je voulais souligner seulement pour ce combat-ci, ce que je voulais vous entendre, c'est que c'est un peu comme ce qu'on va voir dans le UFC 299 avec Poirier, un peu plus tard. C'est le fait que Jeff Neal, classé 8e, Ian Machado Gary, qui est classé 10e, c'est un combat très dangereux pour Jeff Neal. Premièrement, parce que Ian Machado Gary est 13-0. En effet, oui. Et que si, advenant une défaite de Neal, Gary prendrait sa place au numéro 8 du classement des welterweight. Donc, c'est un peu un combat tueur pour Jeff Neal. Mais c'est tout le contraire pour Gary, dans le fond. Gary, lui, c'est sa chance de prendre l'opportunité d'y aller pour rentrer vraiment confortablement dans le top 10, en 8e place, puis de pouvoir aspirer à plus haut. À la base, de toute manière, Ian Gary était supposé d'affronter Vicente Luque à la fin de 2023 aussi. Mais Ian Machado Gary est tombé malade le jour de la pesée. Donc, ils ont dû canceller le combat. Dans un sens, je trouve que c'est un peu un combat facile pour Gary. Il a pris une voie facile pour monter au classement. Luque, qui est quand même très dangereux, et au sol, et debout. Jeff Neal, lui, c'est un peu moins dangereux. C'est un gars qui, souvent, quand il gagne, c'est par décision. Pas trop de dommages. Donc, je pense que c'est une voie facile que Gary a pris.
Ben moi, ce que je vois, Gary aussi, ses dernières victoires, ils ont été toutes par décision. En 2021, il y a eu un KO. Mais ouais, les deux, c'est un peu par décision. Fait qu'à mon avis, ça va finir par décision. Mais je pense que Gary va prendre possession. Il va avoir ses 14 victoires. Ah, c'est ça. Quand t'es invaincu dans la UFC, là, 13-0, je reprends le cas de Duplessis qui est pas invaincu, mais tu sais, des gros records, 22, Machado 13-0, Topuria 14-0, ça montre que ces gars-là là, sont facilement capables de faire du 5 rounds. Sont facilement capables d'imposer leur force, d'imposer leur momentum dans l'arène quand vient le temps du combat. Donc, ouais, Gary, là, ça va être mon choix pour ce match-là. Quand t'es invaincu, t'es toujours facilement favori, même si des fois, ça peut vraiment jouer contre toi, parce que tu peux te faire planter puis être invaincu 22-0. T'sais. Ça peut être ta première défaite, puis peut-être que tu vas commencer à... C'est ta déchéance qui commence. Mais ouais, Gary 13-0, ça peut être un combat qui va être méga déterminant pour lui. Par la suite, juste attirer un peu l'attention sur un troisième combat de cette carte, ce qui est un peu intéressant, c'est Merab Dvalishvili qui va affronter Henry Cejudo. C'est intéressant parce que Cejudo est revenu de retraite, lui pour affronter Aljamain Sterling, qui était le champion des poids coqs, a perdu. Puis ensuite, on ne savait pas trop ce qui allait arriver avec lui. Finalement, Dvalishvili a décidé d'accepter le combat. Et ce combat-là, ça va être très, très intéressant. Très intéressant. Les deux sont excellents au sol. La preuve, les deux derniers combats de Merab Dvalishvili, il a battu José Aldo par décision en l'amenant au sol pendant tout le combat. Et il a battu Peter Yan. Même chose. Ça va être intéressant. Cejudo qui est un champion de lutte. Donc ça va être un match très technique encore une fois. J'ai l'impression que Dvalishvili va réussir à remettre un peu Henry Cejudo à sa place et de retourner peut-être même à la retraite. Ben, de ce que je peux voir, Merab, en fait, les deux combattants ont un ratio assez similaire. Merab qui a 16 victoires, 4 défaites, contre Henry qui a 16 victoires et 3 défaites. Donc, ça semble s'aligner pour être un combat entre deux combattants très égal. En fait, très, très égaux en matière de compétences. Effectivement. C'est pas le genre de combat que tu vas voir. Ça va pas être un combat très... que tu vois plus dans les côtés de la division des poids lourds. Un combat très physique. On reste debout, on se donne des gros coups. Tu sais, quand on commence à descendre vers les poids coqs, c'est beaucoup du combat à terre, c'est beaucoup de ground and pound. Donc ouais, ça va être intéressant de voir le jeu au sol pour ce match-là. Et en dernier lieu, pour cette première partie du podcast, on va parler du UFC 299, qui, à mon avis, est un très bon, très 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 belle carte. Surtout que c'est la carte juste avant le UFC 300, qui va être une excellente carte, elle aussi. Le UFC 299, il y a 3 combats qu'on va vous discuter. Et c'est 3 vraiment combats très importants. Premièrement, il y a le combat de championnat du monde pour le poids coq entre Sean O'Malley et Marlon Vera. Ce qui est intéressant ici, c'est que premièrement, ils sont déjà affrontés auparavant. Et puis, c'est Marlon Vera qui avait battu Sean O'Malley. Parce que Sean O'Malley, si ma mémoire est bonne, il s'était blessé un pied. Et puis, Marlon Vera avait fini sur lui en ground and pound. Donc, c'est un peu un rematch à saveur un peu plus importante pour Sean O'Malley qui veut vraiment se remettre de cette défaite qui, pour lui, en plus, dit qu'il n'a jamais perdu. Donc, c'est quand même intéressant. Oh, que j'ai hâte à ce combat.
Sean O'Malley, je l'adore. J'adore comment il se bat, j'adore son humour, j'adore tout. Toutes les vidéos que je vois sur lui, sur les réseaux sociaux, c'est juste trop drôle. Mais oui, ce combat, très dangereux. J'ai vraiment hâte de le voir. Marlon Vera, il l'avait battu. Comme Étienne a dit, c'est comme une revanche. Puis là, en plus, c'est pour une ceinture, donc... Beaucoup plus important. Il y a Exactement. énormément à miser là-dessus, sur ce combat-là. Est-ce que tu penses, Étienne, que Sean O'Malley va pouvoir reprendre toutes les défaites qu'il a eues à cause de Vera, puis il va pouvoir un peu changer le cours des choses dans ce combat-là? Je pense que Sean O'Malley a beaucoup de chance. Je pense que, premièrement, il est beaucoup plus évolué que quand ils se sont affrontés la première fois. Ça, c'est la première chose. Puis, deuxièmement, de la façon comment Sean O'Malley a gagné son titre face à Aljamain Sterling, le momentum devrait être du côté de Sean O'Malley à 100%. Si j'étais Marlon Vera, j'aurais un peu de stress. Sean O'Malley, c'est quelqu'un qui commence ses combats avec force et rapidement. C'est tout le contraire pour Marlon Vera. Marlon Vera, lui, il commence ses combats très tard. Souvent, au premier round, il est pas présent. Il se fait frapper. Il se fait... Je dirais pas ébranler, mais je dirais qu'il se fait toucher assez solidement pour se mettre un doute dans lui-même. Puis après ça, il y a de la misère à un peu en revenir. C'est sûr, il y a juste 8 défaites, mais quand même, sur ces 8 défaites-là, il y a plusieurs défaites que c'est parce qu'il a commencé vraiment tard son combat, puis il n'a pas été capable de prendre le pace de son opposant. C'est comme si il s'est réchauffé au début à prendre des coups pour qu'il soit fâché. Ouais, mais il y en a qui ont besoin de ça. Hein. Il y en a des combattants qui rentrent, puis avant qu'ils commencent à donner des coups ou à vraiment être réveillés dans le combat, il faut qu'ils se fassent frapper. C'est vraiment une drôle de mentalité quand t'es en sport de combat, si je peux Ça me peut permettre. être très dangereux, tu sais jamais. Si, Aussi, admettons, oui. l'autre personne t'envoie un overhand ou une droite solide, ça peut finir là. Ça prend un coup en arts martiaux Un mixtes. coup à la bonne place. Un coup à la bonne place, puis ça finit ici. Donc ça risque d'être intéressant, mais c'est pour le moment, selon moi, un des plus gros combats de 2024. Ça vient juste de commencer, c'est vrai, mais pour moi, c'est un des très gros combats. Ouais. Et en parlant de gros combats, le deuxième combat de cette carte de 2,99 qu'on va discuter, celui-ci, c'est un très, très gros combat et un combat à très haut risque. Et à très haut risque, je vais vous expliquer pourquoi. Dustin Poirier, 3e au monde dans les poids légers, va affronter Benoît Saint-Denis, 12e au monde. Benoît Saint-Denis, on l'a découvert il n'y a pas longtemps. C'est un tueur. C'est le mot qui me vient en tête directement quand je pense à Benoît Saint-Denis, c'est un tueur. Ce gars-là a une force, une technique excellente. Ouais, de l'affiche de ce que je peux voir, là où Dustin Poirier il a 29 victoires et 8 défaites, Benoît Saint-Denis, lui, a 13 victoires et seulement une défaite. Ouais, très très bon. Puis Dustin Poirier, lui, ça fait longtemps qu'il est là. Malheureusement, il a perdu son dernier combat. C'était face à Justin Gaethje pour le BMF title. Pour moi, je pense que ce combat-là, c'est le combat le plus dangereux de la carrière de Poirier. Premièrement, parce que Benoît Saint-Denis, c'est une machine à tuer. Et deuxièmement, s'il advient que Poirier perdrait ce combat-là, il perdrait aussi sa 3e place au classement mondial. Benoît Saint-Denis, lui, irait au 3e rang. Donc, ça serait dévastateur pour la fin de carrière de Poirier. J'ai l'impression, je vais vous faire une petite prédiction, je pense. Si Dustin Poirier perd ce combat-là et perd d'une façon évidente, là, soit un KO ou vraiment une domination de tous les rounds de Benoît Saint-Denis, j'ai peut-être l'impression que ça serait le dernier combat de Dustin Poirier en UFC. Ouais, c'est très possible. Donc, tu as 2 scénarios possibles là-dedans. Tu as soit Dustin Poirier montre à Benoît Saint-Denis qui est le patron. Soit Benoît Saint-Denis
vol littéralement, Dustin Poirier. Être 3e dans la division, les poids légers, c'est quand même pas rien. Puis la place pour un titre, pour de vrai, je crois que Benoît Saint-Denis va être facilement un champion de la UFC. Facile. Oh, c'est clair. J'ai l'impression que si Benoît Saint-Denis est capable de battre Dustin Poirier, il va être très très proche, sinon le prochain en ligne pour le titre. Ben moi, à mon avis, je pense que Benoît Saint-Denis va détruire Dustin Poirier. Parce que Dustin Poirier est vraiment sensible de la tête. Puis Benoît Saint-Denis, il frappe fort. Donc, je pense qu'il va perdre par KO. Puis, peut-être malheureusement sa retraite. Il a quand même 34 ans. Puis là, il va descendre du classement. Peut-être qu'il va plus valoir quelque chose. Ouais, mais ça peut être décourageant aussi pour un fighter de perdre premièrement, puis de perdre son rang de 3e au Ça, monde. c'est sûr, ça va juste baisser sa motivation. Parce qu'à son âge, s'il perd son 3e rang, ça risque d'être très difficile de revenir, et même juste dans le top 10. Pour suivre, nous allons passer maintenant au 3e et dernier match de l'affiche de UFC 299. Gilbert Burns contre Jack Della Maddalena. Effectivement. Ça aussi, c'est quand même intéressant, le UFC 299. Il y a quelques combats qui sont un peu dangereux pour certains combattants. C'est encore le cas ici. Gilbert Burns, c'est le 4e au monde chez les welterweight. Il va affronter Jack Della Maddalena, qui est lui 11e. Ce qui est dangereux pour Burns, premièrement, il vient de revenir d'une blessure. A été blessé lors de son dernier combat contre Belal Muhammad, qu'il a perdu d'ailleurs. Donc, s'est blessé, a perdu. Tandis que Jack Della Maddalena, lui, invaincu en UFC avec 5 victoires de suite. Donc, c'est un peu comme Poirier, je dirais. C'est un match très dangereux pour Burns. S'il perd, il perd sa 4e place. Lui aussi, ça peut être un peu difficile de revenir après ça dans le top 10 pour espérer avoir une chance au titre. Parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, la chose que le combattant veut le plus, c'est le titre. Donc, je pense que ça peut être très dangereux. Gilbert Burns a une bonne force, mais Jack Della Maddalena est très dangereux. Très, très dangereux. J'ai l'impression que ça va être un match très serré, debout. J'ai pas l'impression qu'on va aller au sol dans ce combat-là. Maddalena, c'est pas le style d'aller vraiment au sol. Gilbert Burns, par exemple, pourrait le surprendre, aller au sol, sortir une soumission et puis voler ce match-là. Mais j'ai l'impression que Gilbert Burns sera pas vraiment le favori pour ce combat-là. Il sera peut-être pas le favori, mais moi, il va avoir mon appui, c'est sûr. Je trouve que Gilbert Burns, je sais que je sors un peu de la réalité en disant ça, mais il me fait un peu penser à Rocky. C'est un style de gars qui va pas lâcher prise, même s'il se fait tabasser. Donc, je trouve que c'est un classique scénario de underdog face à Maddalena. Mais je sens que Gilbert Burns, il peut surprendre, puis il peut vraiment accrocher une grosse victoire. Ce qu'on a conclu, dans le fond, pour les 3 prochains événements du UFC, c'est que ça va être extrêmement intéressant, extrêmement chaotique, et on a juste hâte pour encore en savoir plus, et surtout pour savoir toute la carte du UFC 300 qu'on va vous parler un peu plus tard dans les prochains épisodes. Mais pour l'instant, nous allons maintenant passer à notre deuxième sujet, qui sera une discussion sur le dernier Indiana Jones and the Dial of Destiny, qui nous présente un Dr. Jones vieux, au bord de la retraite, et durant, je dirais, l'âge d'or de l'exploration spatiale, qui va se retrouver dans sa supposément toute dernière aventure aux côtés d'un nouveau personnage qui est sa goddaughter. Qui est sa filleule, que pensez-vous qu'avez-vous pensé de ce film, tout le monde? Ben, je trouve que c'est c'est un beau retour aux sources, je dirais, parce que Indiana Jones,
je trouve que c'est un des personnages probablement les plus connus dans l'univers cinématique, mais pas seulement dans l'univers cinématique, mais dans la culture. Tout le monde a déjà entendu le fameux thème d'Indiana Jones, tout le monde a entendu le nom d'Indiana Jones, et tout le monde a vu... c'est sûr que tout le monde a vu le fameux personnage avec son fouet et son fedora, mais je suis très critique par rapport à ce film-là. Oui, j'ai apprécié parce que ça m'a ramené aux 4 films précédents qui sont pour moi d'excellents films d'aventure, qui a toujours son petit soupçon d'éléments fantastiques. Dans le premier, ça a été... dans chaque film, en fait, il y a un élément fantastique qui dévire complètement de la réalité. Mais dans ce film-là, pour de vrai, je trouve que l'élément fantastique a vraiment été intéressant, puis ça l'a amené un peu une nouvelle approche à la mentalité du Dr. Jones. Ben, pour ajouter à ce que tu as dit, oui. Un truc qui est nouveau, c'est que la relique magique dans ce film-là, ils ont essayé de mélanger, et ça c'est un truc que j'aime bien, ils ont mélangé la magie avec la science, pour être exact, les mathématiques pour cet outil-là. Mais par contre, un truc qui est assez goofy, c'est que la relique, après comme 2000 ans d'existence, il est aucunement rouillé, le truc qui est parfait, en parfaite condition. Tu croirais que l'objet a été fabriqué il y a 2 semaines, littéralement. Tellement il a l'air neuf. Moi, c'est intéressant, je trouve. Si on réfléchit au Indiana Jones qui est sorti avant celui-ci, tu sais, on parlait des extraterrestres, de l'espace un peu. Puis là, on va dans une toute différente aventure avec le Dial. J'oublie le nom, c'est un nom assez compliqué à prononcer. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je trouve que c'est intéressant comme pattern. J'ai trouvé beaucoup de trucs très intéressants dans le film. Le retour de Salah, premièrement. Oui, j'ai vraiment apprécié. Ça a été un beau clin d'œil à tout ce qu'il y a eu auparavant. Et je dirais aussi que, sûrement que pour certains, pour la plupart, je dirais, la dernière scène, ils ont trouvé ça un peu... pas nécessaire, disons. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil. Le fait que Marion revienne, puis qu'elle dise au professeur Jones, un bisou ici, ça fait mal ici. C'est vraiment un beau clin d'œil à ce qu'on a déjà vu auparavant. Comme dans le premier film. C'est exactement ça. C'est vraiment un beau clin d'œil. Je trouve que c'est... Pour moi, j'ai trouvé que c'était important de faire ça, de montrer que... Parce que j'ai l'impression que c'est le dernier. Harrison Ford, quand même, qui fait Indiana Jones, c'est plus la jeunesse, malheureusement. Non. C'est la même chose pour Marion et tout. Donc, si c'était vraiment le dernier, j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil comment finir la série d'Indiana Jones au complet. Ouais. Moi, à mon avis, j'ai beaucoup aimé le film, oui. Sinon, j'ai beaucoup lu de commentaires sur d'autres gens. Ils ont dit que Elena, sa fiole, a mal joué son rôle. Fait que moi, j'aimerais ça savoir si vous, à votre avis, elle a mal joué son rôle dans le film Indiana Jones. Moi, je trouve qu'en termes de casting, ça a été assez on the spot. Je trouve que l'antagoniste a été excellent. Parlons d'antagoniste un instant, parce que le film commence justement en Allemagne, en pleine Seconde Guerre mondiale, puis Indiana Jones qui se fait capturer à son habitude, je dirais. Oui. Je tiens même à dire que l'introduction du film, elle est excellente. C'est un pur Indiana Jones. C'est vrai que l'introduction est excellente. Puis, c'est ça, Harrison Ford en parlait justement en entrevue, qui ont utilisé le de-aging pour ces scènes-là. Je trouve que par moments, ça paraissait vraiment bien, mais d'autres moments, j'avais l'impression de regarder un bonhomme en plastique. Mais bon, je vais pas commencer à critiquer. Moi, tu vois, j'ai pas remarqué tout ça. Moi, je trouvais que c'était extrêmement bien fait. J'ai vraiment trouvé que ça fitait vraiment avec le personnage d'Indiana Jones, l'introduction du film. Je trouvais ça vraiment intéressant.
Puis pour le de-aging, moi, j'avais pas trop eu de problème. Ça me gênait pas trop, non. Pour revenir avec la question de Chloé sur le personnage de sa filleule, moi j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est une autre forme de, disons, personnage d'Indiana Jones. Il y avait certes, d'un côté, je vais vous laisser Raphaël vous en parler, d'une petite attitude. Je sais que pour lui, il trouvait qu'il y avait une petite attitude avec elle, mais moi j'ai trouvé, entre autres, que c'était bien. Même les flashbacks de quand elle était petite avec son père, ce qui s'est passé avec l'objet en question quand il était chez eux. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouve qu'elle a bien joué son rôle. D'ailleurs, tout comme le petit garçon qui l'accompagne tout le long du film, je trouvais qu'il était intéressant lui aussi. Ça fait changement. Ça ressent. Vous savez, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser un peu à 2001. Oui. Donc, voilà. Ben c'est ça, il disait que comme les gens, les deux ensemble, ils cliquaient pas. Fait que Raphaël, je te laisse continuer là. Ouais, merci. Bon, Elena Shaw, où commencer? C'est mon seul vrai problème dans le film. Ben moi, un de mes deux gros problèmes. Elena Shaw, elle apparaît mais extrêmement arrogante, coquille, et aussi elle passe. Il y a plusieurs moments dans le film où elle insulte Indiana Jones. On peut comprendre. C'était son parrain, puis pendant 18 ans, il a été absent de sa vie. Ok, je peux comprendre. Ils auraient pu faire quelque chose avec ça, mais ils le font pas. Tout ce qu'ils font, c'est avoir des scènes où elle le dénigre, puis où il se fout un peu de sa gueule. Je veux dire, en plus, toute la situation du film, c'est un peu de sa faute, quand tu y penses. Au début, elle essaie de convaincre Indy qu'elle allait chercher l'autre moitié de l'artefact qui s'appelle le cadran d'Archimède. C'est un des noms de l'objet dans le film. Pour lui dire, oui, avec ça, on pourra faire une dernière... Indiana Jones pourra avoir sa dernière grande aventure. Et pour une raison X, Indy, il lui montre la moitié qu'il avait conservée d'Allemagne. Dans Pologne, pour être exact. Qu'il avait gardé à l'université. Et juste, tu te rends compte qu'en fait, elle l'a juste manipulé pour l'avoir afin de le revendre. Et d'ailleurs, même plus tard dans le film, quand il sent être le petit gars que je trouve qui est juste une version ratée, une essai raté de ramener le charme de 2001. Je trouve que c'est un petit con, ce gars-là. Il est tellement pas plaisant. Les deux, ils se parlent pendant qu'Indiana Jones est au loin, puis ils disent il va jamais nous laisser vendre ce truc-là. Il essaie de nous bosser. Puis la fille dit non, c'est encore moi le boss. Fait que ouais, je l'aime pas. J'aime pas son caractère. Je la trouve déplaisante. Étienne, vas-y. Je voulais juste revenir sur... on a parlé de l'intro, comment c'était intéressant, puis vraiment bien. Le seul petit hic, je dirais, pour moi en tout cas, c'est quand l'antagoniste en question sort du train, puis menace Indiana Jones de lui redonner l'artefact. Il se fait rentrer dedans, ramasser, dites ce que vous voulez, par un panneau. Puis plus tard, quand on le revoit dans le film, son visage a rien, aucune blessure, aucune marque. Ça, j'ai trouvé ça... C'est le seul truc, je pourrais dire vraiment, que j'ai pas aimé du film. J'ai trouvé que ça, c'était pas trop réaliste. Ça fait tellement pas de sens. Je suis désolé, je me retiens de pas éclater de rire parce que c'est tellement vrai. C'est absurde. Le gars, il se prend comme un panneau à pleine vitesse, puis quand tu le revois plus tard, il y a rien au visage. Au pire, ils auraient pu faire comme s'il porte un masque ou un truc de même. Non, même pas. Parlant de l'antagoniste, j'en parlais tantôt justement. Mais Mads Mikkelsen, qui est l'acteur qui joue justement l'antagoniste, je trouve que cet acteur-là a tellement une face de méchant. Moi, je l'ai vu, ce gars-là, dans Casino Royale. Il joue dans la série Hannibal aussi. C'est le typique méchant, là. Mais je trouve que c'est un bon méchant. Je trouve que c'est le classique antagoniste d'Indiana Jones. C'est qu'il y a beaucoup de malice, qui est qui fait preuve de beaucoup d'intelligence. Parce que quand ton but ultime, c'est d'aller assassiner Adolf Hitler en 1939 pour contrer toutes les erreurs que justement Adolf Hitler a fait
pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est assez impressionnant d'un côté historique aussi. Je trouve que Mads Mikkelsen, ça a été vraiment un bon casting. La seule affaire qui manquait, c'est, comme on parlait justement, une petite cicatrice, une marque, je sais pas. Parce qu'il a quand même reçu un gros poteau en métal dans la face. Probablement, il n'y a eu aucune blessure. Mais non seulement ça, il est quand même tombé d'un train qui roulait pas mal vite. Donc, Moi, c'est de savoir comment il a fait pour survivre à ça. Ça serait le fun. Ils font une suite. Comment a-t-il survécu? En tout cas, moi, je trouve que ça a été une vraie réussite. La critique... La critique était dure. J'ai vu que la critique était très dure de beaucoup de personnes. Mais encore là... Si vous regardez sur YouTube, il y a certains YouTubers qui blastent ce film. Ils le détestent. Mais étrangement, là, je vais être honnête, moi j'ai été influencé de base parce que c'est des YouTubers que je regarde quelquefois. Donc j'étais biaisé sur mon opinion. Mais après l'avoir vu, malgré Helena Shaw, j'ai trouvé que c'était le fun. J'ai bien aimé le film. Mais par-dessus tout, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est, comme Étienne en a parlé justement, c'est de ramener un peu l'aspect nostalgique des films Indiana Jones. Il y a beaucoup de films qui sortent ces dernières années, qui jouent un peu la game de la nostalgie. Je pense aussi aux films Disney ils ressortent des classiques de Disney en live action pour justement faire un regain de nostalgie. Beaucoup de gens critiquent ça, mais moi j'apprécie. Je trouve que c'est une belle intention, je dirais. Même s'il y a des gens qui trouvent que c'est absolument exécrable. Mais ce que j'ai aimé par rapport à la nostalgie, justement, le retour de Salah, le retour de Marion. On a parlé un peu de son fils aussi, Indiana Jones, qui est justement mort pendant la guerre. Mais non, ça a été pour moi ça a été aussi je trouve que ça a été une belle fin à quand même 5 films. On parle de plus de 40 ans de vécu pour un personnage. Puis Harrison Ford, en parlant en entrevue justement du personnage d'Indiana Jones, excusez-moi, qui vieillit à travers les années. T'sais, le premier film, c'est un jeune homme charismatique à fond. Même chose pour le deuxième et le troisième. À partir du 4, il commence à être un peu plus vieux. Il commence à être moins capable de faire les choses qu'il pouvait faire durant ce que je vais qualifier de première trilogie. De la trilogie des années 80 d'Indiana Jones. Puis justement là, on voit le film commence, là. Puis on a un Indiana Jones, là, grincheux, petit vieux. Moi, je trouve ça très drôle parce que ça fait partie de la vie, vieillir, tu sais. C'est pas quelque chose qu'on peut contrer. Fait que j'ai trouvé ça très cool de suivre le personnage, non seulement à travers, évidemment, ses caractéristiques, son charisme, mais aussi à travers son âge. Parce que l'âge, dans les films, c'est souvent quelque chose qui est comme oublié. Je vais parler aussi d'une autre scène que j'ai trouvée très intéressante. C'est celle quand ils font le fameux voyage temporel, si on peut dire, avec l'artefact. Ils se retrouvent à Syracuse, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, oui. Où il y avait la bataille. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'était vraiment très bien fait. J'ai trouvé l'image visuelle qu'on avait. C'était vraiment bien. Très intéressant. Et je tiens à dire que je suis vraiment content aussi que Helena n'a pas laissé Indiana Jones là-bas. Très content qu'il soit revenu aussi. J'ai manqué de péter un câble s'ils allaient faire ça. Je m'étais dit non, il va pas oser faire ça. Chloé, veux-tu rajouter quelque chose? Moi, j'ai une question à vous poser. La scène où Indiana Jones a reçu le cadeau à sa fête, pourquoi il avait pas l'air si heureux? Est-ce que c'est parce qu'il devient vieux, sa retraite? Il a fait ça toute sa vie, fait que... Oui, Étienne? Moi, je pense que... Il s'est vu vieillir à travers le temps. Puis, tu sais, faut pas oublier, dans le film, quand il reçoit son cadeau, je pense que c'est une horloge, son cadeau. Ouais.
d'un horloge, puis tout le monde lui dit « Ah, merci pour ces 10 ans, nanana. » Ce qui se passe pendant tout ça, c'est que les astronautes sont revenus de la Lune. Puis tout le monde est fasciné par ça. Puis je pense que pour lui, il pense que l'archéologie, puis personne ne veut rien savoir de ça. Puis ça le met un peu... C'est un peu down que le monde... Comment je pourrais dire? Que le monde passe à une autre chose que l'archéologie. Et aussi peut-être parce que quand t'es Indiana Jones puis tu reçois une horloge comme cadeau de départ après tout ce que t'as fait dans tes aventures, peut-être qu'il y avait un autre cadeau à donner que ça, là. En effet, c'est ça l'idée que Indiana Jones... En fait, après avoir regardé le film, je suis allé sur YouTube pour voir des scènes, puis il y avait un commentaire sur une des vidéos qui m'a beaucoup plu, qui me disait que... Attends un peu, ça disait quoi déjà? Ben, essentiellement que Indiana Jones, il perçoit qu'il est plus nécessaire dans ce monde... Quand je veux dire... Ben, c'est ça, il se perçoit comme plus intéressant dans son présent, parce que les gens s'intéressent plus à l'archéologie, comme Nathan l'a dit. Mais ce que j'aurais aimé du film, ce qui est un autre de mes petits pet peeves, c'est que ça, ils le mettent vraiment de l'avant, que ce soit un autre subplot que Indiana Jones ne sait plus quoi faire parce que, comme Étienne l'a dit, les gens ils s'intéressent au fait que les Américains ont atterri sur la Lune, c'est la nouvelle grosse affaire, ils vont même une parade en cet honneur. Et Indiana Jones, en ce moment, il est sidetrack. Je veux dire, il y a une scène excellente, qui est une référence aux scènes dans les... aux scènes de classe où Indiana Jones enseigne aux élèves, mais cette fois-ci, les élèves, ils l'écoutent pas, ils sont pas intéressés. Et à l'instant où la télé où quelqu'un arrive avec une télé qui indique oh mon Dieu, les Américains ont atterri sur la Lune, alors tout le monde focus sur la télé et ils ignorent Indy qui est juste démoli, puis il commence à pacter toutes ses affaires. Je trouve qu'Indiana Jones, dans ce film-là, est un être démoli. Et je pense qu'il l'est. Plus les films avancent, plus c'est ça. Dans le 4e film, on voit que son père est décédé, Marcus Brody est décédé. Dans le film, justement, le dernier qui est sorti, on parle de son fils qui est mort à la guerre. Marion qui veut divorcer aussi. Mario qui veut divorcer, fait que ça va pas très bien pour notre cher Indy. Donc c'est un homme qui a, comme j'ai dit tantôt, qui vieillit, puis qui voit sa vieillesse, comme tu l'as dit, Dia. Puis non seulement ça, mais je pense que cette dernière aventure-là, ça l'a un peu ressuscité. Puis je pense que quand il s'en va à Syracuse, puis qu'il demande justement à l'homme qui a créé l'artefact pour retourner dans le temps, je trouve que justement à ce moment-là, on a vu, c'est vraiment un sentiment très introspectif, excusez-moi, mais de voir Indiana Jones complètement déboussolé puis dire je veux finir ma vie, où est-ce que j'ai mis toutes mes aventures m'ont amené, puis c'est dans l'histoire. Donc j'ai trouvé ça très le fun, puis surtout le gros coup de poing que sa fille lui donne, un coup directement à la réalité. J'ai trouvé ça charmeur. Moi j'ai quand même été un peu fébrile à l'idée que est-ce qu'on va voir Indiana Jones mourir. Je l'aurais pas trouvé drôle. Un coup à la réalité, j'ai même pas pensé. C'est une très bonne analogie, Jérémy. Donc, sur cela couvrira notre tout premier épisode sur ce. Bonne soirée, mesdames et messieurs. J'espère que vous l'avez apprécié et nous vous reverrons la prochaine fois. Merci encore de nous avoir écoutés et passez une bonne soirée.